Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour aborder un sujet que je prépare depuis pas mal de temps et qui m'a pris pas mal de temps justement pour rassembler un peu toutes les informations dont j'avais besoin pour vous exposer ce sujet le plus précisément possible, puisque aujourd'hui on va s'attaquer au sujet épineux de l'inflation. L'inflation, cet impôt caché qui est payé par tout le monde et que personne ne voit et qui permet de constamment d'évaluer l'épargne des citoyens qui possèdent leur épargne du coup dans la monnaie qui est constamment dévaluée. Donc on va voir aujourd'hui quels sont les tenants et les aboutissants de l'inflation, qu'est-ce qu'on ne vous dit pas surtout sur l'inflation, quels sont les chiffres réels de l'inflation, quels sont les véritables impacts économiques de l'inflation et surtout comment se protéger concrètement au mieux de l'inflation et comment ne pas devenir pauvre. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être un sujet passionnant. Et comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, rappelons les bases, qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, par sa définition pure, est la hausse des prix et des biens et services et peut être causée notamment par deux facteurs. Premier point, c'est le marché, puisque en cas de mauvaise récolte, par exemple, le prix du blé peut augmenter car son offre diminue tout simplement, c'est l'ajustement de l'offre et de la demande. Si l'offre diminue, le prix augmente, en tout cas si la demande reste la même. Et ensuite, on a la masse monétaire, puisque si je crée de la nouvelle monnaie et que j'injecte dans le système monétaire, tous les biens et services exprimés dans cette monnaie seront entre guillemets plus chers, donc ils subiront de l'inflation, mais en réalité c'est la monnaie qui se dévalue et non pas le prix des biens et des services qui augmente. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte, puisque le problème de l'inflation ce n'est pas les prix qui augmentent, c'est la monnaie qui se dévalue par rapport à tout le reste, et l'effet pervers c'est que c'est invisible et que la plupart des gens ne le savent même pas. Et dans les faits, votre salaire augmente bien moins vite que le taux d'inflation réel, ce qui vous rend progressivement de plus en plus pauvre. Et l'inflation est un impôt caché et surtout l'inflation rend impossible tout calcul économique sur le long terme. Imaginez un monde dans lequel le mètre ou le gramme des unités de mesure qui sont fixes changerait tous les jours, tous les ans, et tous les ans on dirait le mètre aujourd'hui il a pris plus 10%, l'année dernière il avait pris moins 2%, l'année suivante il prendra plus 13%. Vous vous rendez bien compte que toute projection sur le long terme, toute construction de bâtiments par exemple qui prendrait 10-15 ans à construire serait totalement impossible à réaliser dans un cas où le mètre ou le gramme changerait tous les ans de valeur. C'est exactement le même principe pour la monnaie, et le fait que la monnaie change de valeur tous les ans rend les calculs économiques à long terme très complexes. Ensuite, il faut comprendre l'arnaque du CPI ou de l'IPC, donc l'index des prix à la consommation. Donc l'indice des prix à la consommation ou Consumer Price Index en anglais, qu'on entend souvent depuis 2022-2023 avec la hausse justement des prix à la consommation. Et on entend souvent dire qu'en moyenne l'inflation est aux alentours de 2% par an, ou en tout cas que ce serait l'objectif des banques centrales d'avoir un taux autour de 2% par an. C'est évidemment complètement faux. Pourquoi ? Puisque les chiffres officiels de l'inflation sont délivrés via des indices qui sont eux-mêmes biaisés pour plusieurs raisons. Premièrement, ils ne prennent pas en compte les prix de l'immobilier. L'immobilier qui est pourtant un bien à la consommation fondamentale, ce n'est pas à la base un bien d'investissement et nous allons revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo. Mais tout le monde a besoin d'immobilier dans sa vie et pourtant le prix de l'immobilier n'est pas pris en compte dans cet indice. Ensuite, les biens utilisés pour calculer ces indices changent constamment pour accommoder les chiffres. Imaginons demain, vous avez le pot de sauce tomate qui prend plus 300%. Eh bien, vous dites tout simplement que le citoyen moyen ne consomme plus de sauce tomate, mais par exemple l'a remplacé par de la crème fraîche, et du coup, vous avez magiquement un taux d'inflation qui diminue puisque vous interchangez les biens au sein du panier qui servent à calculer l'inflation. Donc, vous ne pouvez pas calculer l'inflation avec une unité de mesure qui change tout le temps. Donc, par définition, cette unité de mesure est fausse. Et ensuite, troisième facteur, les biens technologiques et manufacturés ont un effet déflationniste. Puisque la technologie étant améliorée d'année en année, le coût pour produire des biens diminue d'année en année, ce qui crée une pression déflationniste sur les prix qui a tendance à annuler le taux d'inflation réel. Prenez votre iPhone par exemple. L'iPhone que vous pouvez acheter aujourd'hui
propose beaucoup plus de puissance de calcul, de fonctionnalités, etc. que l'iPhone que vous pouviez acheter il y a 5 ans au même prix. Donc l'iPhone est un bien déflationniste puisqu'il vous offre de plus en plus de valeur au fil des ans pour un prix qui diminue ou en tout cas un prix qui reste identique sur le long terme. Prenez le même exemple avec une télé par exemple. Une télé aujourd'hui vous offre un bien meilleur rapport technologie-prix qu'une télé d'il y a 10 ans par exemple. Mais du coup, si les chiffres officiels sont biaisés, comment calculer le taux d'inflation réel et surtout à combien est-ce que le taux d'inflation réel s'élève-t-il? Et pour ça, il faut se pencher sur d'autres mesures qui ne sont bien évidemment pas communiquées au grand public, à savoir les indices M0, M1 ou encore M2. Donc il existe des indices qui nous permettent de mesurer la masse monétaire en circulation. Comme on l'a dit, on a l'indice M0 qui est la monnaie de base, à savoir les billets, les pièces et toutes les réserves des banques et des banques centrales. Ensuite, on a M1 qui est donc M0 plus tous les comptes courants détenus par les citoyens. Ensuite, on a M2 qui est donc M1 plus tout ce qui va être dépôt d'épargne et dépôt à terme, donc les comptes d'épargne détenus par les citoyens donc du pays ou de la zone géographique dans lequel on va mesurer ces différents indices. Et ici, nous allons donc examiner les émissions de monnaie de base, à savoir l'indice M0 pour les principales économies mondiales. Et le taux de croissance de la masse monétaire, à savoir M0, est une unité de mesure bien plus intéressante pour comprendre l'inflation et ses effets à long terme. Et vous pourrez retrouver tous les graphiques que je vais vous communiquer sur TradingView gratuitement, c'est ça la beauté de la chose, vous pouvez aller vous-même vérifier ces chiffres. Premier point, les États-Unis. Ici vous avez le M0 des États-Unis et vous pouvez voir deux points très intéressants. Premier point, en 2008, une énorme hausse de la quantité de la masse monétaire. Tout simplement, vous savez, en 2008, il y a eu une énorme crise et pour sauver le système bancaire, les États ont dû imprimer énormément d'argent pour renflouer les caisses des banques qui avaient prêté beaucoup plus d'argent qu'elles n'avaient en réserve, ce qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Et ensuite, deuxième énorme pic, vous pouvez voir que c'est en 2020, évidemment 2020, Covid, énorme impression monétaire également pour sauver l'économie suite au confinement. Ensuite ici vous avez le M0 du Japon qui est un petit peu plus récent. Ici, vous avez le M0 de la Suisse et ici, vous avez le M0 du Royaume-Uni. Donc ça vous donne un peu une idée de la croissance de ces courbes. Ensuite, ici, un graphique très intéressant. Ici, vous avez la croissance en cumulé de toutes les masses monétaires des principales monnaies. Donc vous retrouvez l'US dollar, l'euro, le yuan, le yen et la livre sterling. Et vous pouvez voir qu'on a eu une énorme augmentation depuis 2008, ce qui est tout à fait normal. Et également, vous pouvez voir en haut la petite courbe en pointillé qui représente la part du top 5 des monnaies dans l'économie mondiale, qui est toujours aux alentours de 80%, ce qui veut dire que le top 5 des monnaies mondiales représente 80% de la masse monétaire en circulation. Et enfin, dernier graphique, ici vous pouvez voir donc cette fois le taux d'émission, donc le taux de création de nouvelles masses monétaires par an, et là on retrouve un chiffre extrêmement intéressant puisqu'on voit que le World Based Money CAGR, donc à savoir le Compound Annual Growth Rate, à savoir le taux de croissance annualisé, est à 12,7%. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la masse monétaire mondiale a cru depuis 1969 d'environ 12,7% par an, ce qui est énorme et ce qui est bien loin des 2% officiellement annoncés par les banques centrales. Si on regarde donc, on a 12,7% de CAGR sur la masse monétaire globale depuis 1969, ce qui est énorme. Et si on regarde d'un peu plus près, entre 1965 et 2020, on a eu 6,67% en Suisse, qui est le bon élève, la Suisse possédant la moins pire des monnaies fiat. Ensuite, on retrouve les États-Unis avec 7,44%, l'Eurozone avec 7,79%, le Japon avec 9,76%, le Royaume-Uni avec 10,87%, et enfin la Chine avec 20,33%, donc des chiffres qui sont très élevés, beaucoup plus élevés que les 2% annoncés encore une fois. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous aviez 100 000 euros en 1965, alors ici on se comprend, hein, l'euro n'existait pas en 1965, mais on est capable de calculer le taux d'inflation en se basant sur les monnaies des différents pays qui constituent aujourd'hui la zone euro. Donc prenez comme exemple, si vous aviez 100 000 euros en 1965, aujourd'hui ces 100 000 euros vaudraient 6 191 786 euros en 2020 pour avoir le même pouvoir d'achat, soit un pouvoir d'achat divisé par 61. C'est-à-dire que si vous avez 100 000 euros en 2020, ces 100 000 euros peuvent vous acheter 61 moins de fois de choses que les mêmes 100 000 euros en 1965, ce qui est concrètement monstrueux.
Ensuite, il faut comprendre également que l'inflation déjà est beaucoup plus élevée que le taux réel annoncé, mais en plus elle est inévitable. Pourquoi? Déjà, première vérité à rétablir, non, l'inflation n'est pas nécessaire pour faire fonctionner une économie, et ça pourrait être un sujet de vidéo à part entière, mais une quantité de monnaie fixe peut faire tourner n'importe quelle économie, et l'inflation est un mensonge keynésien, c'est un mensonge du XXe siècle, et en aucun cas il est nécessaire d'augmenter la masse monétaire pour faire fonctionner une économie. Ça a été le cas par exemple au 19e siècle, quand toutes les principales économies mondiales tournaient sur ce qu'on appelait l'étalon or, eh bien il n'y avait pas de création monétaire, ou en tout cas très peu, et pourtant tout allait bien et l'humanité a connu l'une des périodes les plus fructueuses de son histoire en termes de croissance économique, de développement et de découverte scientifique. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo ici, mais pour autant, l'inflation aujourd'hui est inévitable, notamment à cause de la dette de nos pays. Vous le savez, nos pays sont hyper endettés, je ne vous apprends absolument rien. La France aujourd'hui tourne autour des 112% du PIB, les États-Unis 129%. Ce sont des taux d'endettement qui sont énormes. Et le problème, c'est que nos États ne peuvent pas faire défaut sur la dette, ils ne peuvent pas annuler la dette et ils ne peuvent pas non plus la rembourser, puisque les niveaux de dette sont beaucoup trop élevés pour pouvoir être remboursés. Donc la seule option qui s'offre à eux est d'imprimer de la monnaie pour rembourser la dette. Et c'est exactement ce qui va se produire. Ils ne feront pas défaut, ils ne pourront pas la rembourser, donc ils vont dévaluer la monnaie pour rembourser la dette. Et quand on dit imprimer la monnaie, c'est une façon figurée de le dire, hein, puisque évidemment on n'imprime pas réellement de monnaie, puisque la création monétaire n'est pas faite via la création de billets, mais la création monétaire est faite via l'obtention de crédit, et notamment le fractional reserve banking, c'est-à-dire le fait de prêter plus d'argent que ce que l'on a en réserve. Mais ça, pareil, ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais donc l'inflation est inévitable dans les prochaines années, et elle sera de plus en plus forte, tout simplement parce que nos États sont incapables de rembourser leurs dettes. Ensuite, je vous ai mis quelques petits graphiques qui sont extrêmement intéressants. Ici, on a notamment le CPI, donc le Consumer Price Index aux États-Unis, entre 1775 et 2012. Et vous pouvez voir deux dates très intéressantes. 1913, c'est la fin de l'étalon or et la création de la Fed aux États-Unis. Et 1971, c'est la fin de Bretton Woods, c'est la fin du semi-étalon or qu'on avait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et vous pouvez voir que depuis 1971, l'indice des prix à la consommation s'est bien évidemment envolé. Ensuite, ici, vous avez pareil un indice des prix, mais cette fois de la Campbell Condensed Tomato Soup. Donc en fait, c'est une canette de soupe de tomates, tout simplement, et on a pris le prix de cette canette de soupe de tomates, et vous pouvez voir qu'il a fortement augmenté, pareil, depuis 1971. Ensuite, ici, vous pouvez voir la même chose avec le prix de l'électricité, de la nourriture et des fruits, en moyenne toujours aux États-Unis. Depuis 1971, vous voyez une énorme augmentation. Et ensuite, ici, je vous ai mis un petit bonus. Ça provient du site Priced in Gold, que je vous invite à aller voir, donc pricedingold.com, vous aurez le lien en description. Et ici, on a notamment l'indice WTI Crude Oil, donc le prix du pétrole, non pas exprimé en dollars, puisque si vous regardez le prix du pétrole en dollars, vous avez l'impression qu'il augmente sans cesse, mais ici exprimé en or. Pourquoi en or? Parce que c'est une unité de mesure extrêmement stable. L'or est un métal rare sur la croûte terrestre et donc difficile à extraire, et donc il a un très bon stock-to-flow ratio, c'est-à-dire qu'on est capable de produire très peu d'or tous les ans par rapport au stock d'or déjà existant, puisque en moyenne l'inflation de l'or se situe autour des 1 à 2% par an, et là pour le coup c'est le taux réel de l'inflation de l'or, ce ne sont pas des taux pipés. Donc le fait de mesurer les prix en or nous offre un bien meilleur aperçu de l'évolution réelle des prix dans le temps, et ici si on regarde en fait le prix du pétrole depuis 1971, on voit qu'il n'a fait que constamment diminuer en fait, et qu'il n'y a pas vraiment eu d'augmentation dans le prix du pétrole. Ensuite ici, dernier graphique très intéressant, donc c'est l'évolution de la valeur des différentes monnaies, à savoir le dollar, le canadien dollar, l'euro et le franc suisse en milligrammes d'or. Vous pouvez voir que la valeur de ces monnaies s'effondre continuellement et tendent vers zéro par rapport à l'or. Donc tout ça c'est bien beau, on a vu que les taux d'inflation réels étaient bien plus élevés que les taux d'inflation annoncés, on a vu les effets néfastes de l'inflation sur les prix, mais concrètement comment se protéger de l'inflation? Puisque face à cette réalité, vous devez protéger votre épargne de l'inflation, mais comment? Faut-il investir en bourse, en immobilier, en bitcoin, en or?
Et surtout, si l'inflation réelle est autour de 8% en Europe, ça signifie que n'importe quel placement qui vous rapporterait moins vous fait perdre de l'argent en termes réels tous les ans. Donc par exemple, le S&P 500 a délivré en moyenne 10,73% de rendement sur les 30 dernières années. Mais du coup, si on prend le taux d'inflation, à savoir le M0 américain, en termes réels, cela signifie que le S&P 500 a délivré 3,29% par an de rendement, ce qui est bien moins que 10% évidemment. Ensuite, je vous ai mis ici quelques graphiques très intéressants, à savoir notamment le prix de l'immobilier. Je vous avais dit juste avant que l'immobilier est avant tout un bien à la consommation et n'est pas un médium d'investissement. Et ça a été le cas pendant quasiment toute l'histoire de l'humanité, puisque n'importe qui a besoin de se loger et une maison est avant tout un bien de consommation plutôt qu'un investissement. Mais vous pouvez voir que depuis 1971, les prix de l'immobilier ont explosé. Pourquoi? Puisque face à l'inflation, de plus en plus de gens cherchent à investir leur argent plutôt que de le laisser sur des comptes en train de se faire dévorer par l'inflation. Donc ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 70, de plus en plus de personnes se sont mis à acheter de l'immobilier, non pas pour y habiter, mais en tant que placement, à acheter des terres, à acheter des maisons, à acheter des appartements, tout simplement pour conserver leur pouvoir d'achat, ce qui forcément tire les prix de l'immobilier vers le haut. Donc l'immobilier a servi de valeur refuge, entre guillemets, face à l'inflation depuis les années 70. Ensuite, autre graphique très intéressant qui nous provient encore de Priced in Gold, je vous ai mis cette fois l'indice des prix de l'immobilier américain exprimé en grammes d'or. Vous voyez la courbe en bleu qui est en dollars et la courbe en rouge qui est exprimée en grammes d'or, et vous voyez que les prix de l'immobilier ont tendance à diminuer dans le temps et sont à peu près au même niveau que ceux de 1975 aujourd'hui. Et maintenant également, ce qui nous intéresse, si on regarde un peu plus ce qui se passe au niveau de la bourse et notamment du S&P 500, vous pouvez voir à gauche ici le S&P 500 PE ratio qui a fortement augmenté également depuis les années 70 et 80. Pourquoi? Puisque avec la démocratisation des ETF, de plus en plus de gens se tournent vers le S&P 500 pour conserver la valeur de leur épargne et pour se protéger de l'inflation, ce qui, encore une fois, tire les prix vers le haut. Et vous voyez sur le graphique de droite une quasi parfaite corrélation entre l'émission de masse monétaire en bleu et la croissance du S&P 500 en rouge. Donc la question à vous poser, c'est est-ce que la croissance du S&P 500 provient réellement de la croissance des entreprises ou est-ce que la croissance du S&P 500 provient majoritairement de la création de masse monétaire et du fait que de plus en plus de gens achètent l'indice dans l'espoir de se protéger de l'inflation. Et ici, encore une fois, un graphique très intéressant de Priced in Gold, c'est le cours du S&P 500 exprimé en grammes d'or. Et vous voyez que depuis 1971, il n'y a eu quasiment aucune croissance, puisque aujourd'hui, en 2024, on est à peu près au même niveau sur le S&P 500 qu'en 1965. Et vous voyez qu'on n'a jamais retrouvé les plus hauts de la bulle Internet de l'an 2000. Et également, vous voyez que le cours du S&P 500 s'est effondré à 2 reprises, à savoir en 1971 et en 2008 après la grande crise financière. Juste avant de conclure, pour aller plus loin, je vais vous donner quelques ressources si vous voulez creuser, notamment 2 podcasts qui sont disponibles sur YouTube, 2 podcasts de Bitcoin Fundamentals animés par Preston Pysh, donc le média The Investors Podcast, qui ont les séries We Study Billionaire, Millennial Investing, Bitcoin Fundamentals et Wiser, Richer, Happier. Et ici, je vous ai mis 2 épisodes, l'épisode 117 et l'épisode 200, qui traitent de ces sujets et qui sont extrêmement intéressants. Vous pouvez les regarder avec les sous-titres et vous aurez les liens en description. Également, au niveau des livres, vous commencez à les connaître, je vous recommande L'étalon Bitcoin de Saifeddin Ammous, qui est un économiste autrichien. Si vous ne connaissez pas l'économie autrichienne, je vous invite à vous renseigner sur les penseurs de l'économie autrichienne. Ensuite, on a L'étalon Fiat, toujours de Saifeddin Ammous. Vous avez Le prix de demain de Jeff Booth, qui traite de la déflation. Et vous avez Broken Money de Lynn Alden. Vous aurez bien évidemment tous les liens en description. Et maintenant, pour conclure, donc l'inflation est un impôt déguisé qui vole l'épargne de tous les détenteurs de la monnaie dont la valeur est diluée. Imaginez que si vous créez 100 €, donc 100 € de nouvelle monnaie, eh bien c'est tout simplement 100 € en fait que vous volez à l'ensemble des détenteurs d'euros déjà existants. C'est un impôt déguisé qui grignote petit à petit l'épargne de tous les détenteurs de cette monnaie. Ensuite, sur le long terme, ces effets sont dévastateurs, comme on l'a vu avec les prix, mais ça va bien plus loin puisqu'il y a eu des effets sociaux
sociétaux, des effets environnementaux et bien évidemment des effets sur notre culture et sur nos niveaux de vie au quotidien, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ensuite, les chiffres officiels sont évidemment faux et la réalité est bien supérieure avec environ 8% de hausse annuelle de la masse monétaire en Europe depuis les années 60, donc bien loin des 2% annoncés. Ensuite, ça signifie que tout placement qui délivre moins de 8% par an de rendement offre une performance réelle négative. Donc attention à vous, puisque votre livret A vous délivre un magnifique moins 5% de rendement par an en termes réels. Donc essayez de chercher des placements qui délivrent un rendement supérieur à 8% par an, c'est très important. Ensuite, l'immobilier puis le S&P 500 sont devenus des véhicules de choix pour protéger son épargne de l'inflation, mais ne vous y méprenez pas, la majorité de la performance boursière provient de la création monétaire et non de la performance des entreprises, et c'est quasiment 100% de la performance de l'immobilier qui provient de la création monétaire, puisque l'immobilier n'augmente pas, les prix de l'immobilier n'augmentent pas, c'est vraiment la création monétaire qui tire les prix de l'immobilier vers le haut. Donc gardez bien ça en tête quand vous faites vos choix d'investissement. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez appris des choses sur l'inflation et qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie pour vous protéger de l'inflation? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.